voyez un graphique ici. On va commencer par le connu, c'est plus simple, hein, qui est l'évolution de la masse monétaire euro, qui est séparée en trois parties. Il y a la masse M1, la masse M2, la masse M3. Bon, voilà, donc bleu, orange et jaune, bon, peu importe. On voit surtout un phénomène ici qui est assez net, hein, c'est que depuis sa création, elle ne fait qu'augmenter. Alors, la notion d'augmentation est quelque chose de relatif, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un point de vue qui est tout à fait discutable. Ça dépend comment on compte les nombres et on en reparlera. Alors, ce qui est intéressant à noter dans cette monnaie, outre le fait que sa quantité augmente, c'est ce qui est caché, c'est ce qui n'est pas vu ici, c'est que cette monnaie, elle vient à l'existence selon un processus particulier. En l'occurrence, ce processus, c'est le crédit bancaire. Donc, vous devez le savoir plus ou moins. Surtout depuis 2008, la crise financière de 2008, il y a eu quand même beaucoup d'explications sur le système monétaire qui est en cause sur ce problème. La monnaie est émise depuis un centre d'émission, alors qui est un centre diffus, ce n'est pas un centre point unique comme on pourrait le penser, mais le centre est constitué par le réseau bancaire. Vous avez un réseau bancaire qui est constitué d'une banque centrale, donc il y a un centre tout à fait fondamental qui est la banque centrale, mais aussi tout le reste du réseau qui est le plus important, qui est le réseau qu'on appelle les banques de second rang, mais qui sont les banques publiques ou privées, qui dépendent de la banque centrale qui est censée justement contrôler leur activité d'émission. Elles émettent la monnaie sous forme de crédit, mais ces crédits ne sont que temporaires, ils sont censés devoir être remboursés, et au fur et à mesure qu'ils se remboursent, la monnaie est détruite. Maintenant, si on voit que la masse monétaire augmente en permanence, on comprend bien que la monnaie n'est jamais totalement détruite et que même il y a toujours un reliquat de monnaie qui s'ajoute et se surajoute année après année. Donc ça, c'est pour le grand principe de la monnaie telle qu'elle existe actuellement de façon majoritaire dans la quasi-totalité des pays du monde qui fonctionnent sur un système de banque centrale avec des banques secondaires. Alors on pourrait se demander, et c'est une des questions principales que je me suis posée quand même, c'est qu'étant donné cette augmentation, qui n'est pas récente, hein, qui date depuis le début des émissions monétaires, hein, ce n'est pas nouveau que la quantité de monnaie circulante a tendance à augmenter en permanence. La question, c'est qui profite de cette augmentation? Parce que si on ne précise pas qui sont les bénéficiaires en premier lieu de cette augmentation, on n'a pas dit grand-chose. On a parlé d'un phénomène général observable, mais on n'a pas parlé de sa densité de répartition. On n'a pas parlé de comment cette augmentation se réalise. Est-ce qu'il y a une certaine partie de la population qui en profite plus qu'une autre? Est-ce que c'est équitablement réparti? Et ça, on peut le noter avec une simple constatation que j'ai assez vite mise au point aussi dans la théorie relative à la monnaie pour vérifier. C'est de voir comment augmentent les minima sociaux, et en particulier en France où on a toutes les informations. Là, vous voyez un deuxième écran. Alors moi, je ne le vois pas en retour, donc j'espère que vous le voyez. Analyse relativiste, il y a marqué du RSA. Donc, revenu solidarité active. Alors, si on compte en euros, on le voit tout en haut, ben, ça augmente. 398 euros au départ et on est à 545 à la fin. Et depuis, sans doute un peu plus, mais enfin, on est à peu près dans ces eaux-là actuellement. Alors, c'est intéressant le RSA parce que y a quand même beaucoup de personnes en France qui en dépendent ou qui ont des revenus proches de ce minimum, qui vaut à peu près 3 fois moins, entre 2 et 3 fois moins que le SMIC pour quelqu'un qui a un travail rémunéré. Mais donc, il constitue vraiment un minimum social qu'a priori tout le monde a, parce que soit on n'a pas de travail rémunéré et on obtient ce RSA, soit on l'a. Donc, dans les deux cas, on a le travail rémunéré qui paye plus. Donc, dans les deux cas, on a toujours plus que ce minimum, théoriquement. Après, il y a des gens qui ne réclament pas ce minimum, peu importe. Donc, ça augmente en euros, très bien. Mais étant donné que la masse monétaire totale d'euros augmente, ce qui est intéressant, c'est que cette augmentation en euros correspond à l'augmentation de la masse monétaire. Eh bien, si on regarde le RSA en relatif à la masse monétaire, on voit que non. Cette augmentation en euros du RSA est bien moins rapide que l'augmentation de la masse monétaire. On le voit dans le graphique du bas. Jusqu'aux années 2010, là, vous avez une pente descendante relativement d'ailleurs rectiligne. D'ailleurs, c'est assez frappant. C'est-à-dire quand on a un esprit un peu scientifique, quand on voit une droite comme ça, on se demande dans quelle mesure c'est contrôlé, parce que ça ne paraît pas très naturel et soumis à des fluctuations de marché. Ça paraît de quelque chose
de relativement contrôlé. Donc, en tout cas, il y a eu une baisse et on est tombé en dessous des 10%. Alors, c'est quoi le 10% qui est marqué là? C'est la masse monétaire moyenne existante en euros, la masse monétaire moyenne par citoyen de la zone euro ou par habitant de la zone euro, ça dépend comment on compte. Oui, pardon, juste une petite question. Donc en abscisse, la première date, c'est quoi? On commence quelle année là? Là, on est en 2000 à peu près, au début de l'euro. 2000. D'accord, début de l'euro. Ah, d'accord. Voilà, on est en 2000 jusqu'aux années récentes, hein. Donc, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Alors, le 10%, c'est intéressant de noter, c'est cette barre rouge que j'ai mise, je ne l'ai pas mis par hasard, hein, on va revoir ce chiffre un peu plus tard. C'est donc 10% de la masse monétaire moyenne par citoyen. Qu'est-ce que j'appelle la masse monétaire moyenne par citoyen? Vous avez une masse monétaire euro globale qui vaut à peu près 15 000 milliards d'euros et 300 millions d'habitants en zone euro. Ben, c'est facile, hein, on fait la division et on obtient qu'il y a en euros en circulation environ 50 000 euros par habitant de tout âge, hein, je comprends tout le monde, là, les bébés, les adolescents, les grands, les retraités, il y a tout le monde. Donc 300 millions d'habitants. Voilà, il y a à peu près 50 000 euros en circulation par habitant, hein. Donc ça veut dire que chaque habitant peut regarder son compte en banque. S'il a 50 000, il est à la moyenne. S'il est au-dessus, il a plus. Et s'il est en dessous, il a moins. Donc, le RSA vaut. Alors, le 10%, c'est annuellement, hein, c'est le RSA annuel. Donc, 12 fois le 545. Voilà, voilà, on voit bien qu'on n'est pas loin de 10% de 50 000, tel que je l'ai signalé. Donc, c'est quand même intéressant de noter ça, de voir qu'il y a une baisse en relatif de ces RSA malgré son augmentation apparente. C'est là qu'on voit que le fait de compter en euros n'est pas forcément une unité de mesure pertinente. Euh, et on en vient à se poser des questions, d'ailleurs, sur la notion d'unité de mesure, justement, en général. Unité de mesure de la monnaie, c'en est une, mais unité de mesure aussi de la valeur. Qu'est-ce que la valeur en économie et qu'est-ce que serait une unité de mesure correcte en économie? Alors, ce qu'on peut noter en termes de zone euro et des zones monétaires en général, c'est que la monnaie, justement, joue le rôle, bien sûr, d'intermédiaire généralisé des échanges. C'est l'outil le plus utilisé pour faire les échanges. Ce n'est pas le seul, hein, bien sûr. Il reste des parts de troc qui se font de manière assez régulière sur tout un tas de sujets. On peut échanger des actions contre d'autres actions. On peut vendre ces actions contre des obligations. On peut faire tout un tas d'échanges qui ne passent pas forcément par euh, un échange monétaire intermédiaire. Mais la très grande partie quand même de nos échanges se fait en monnaie, ce qui lui confère justement un rôle d'unité de mesure facile, parce que tout le monde l'utilise. Donc la monnaie est la valeur économique parmi toutes qui nous sert à un moment donné, dans un lieu et dans le temps, d'unité de mesure. Cette unité de mesure n'a pas toujours été la même. On sait que dans l'histoire, bien sûr, il y a eu des changements de référents pour faire monnaie. Il y a eu les métaux, l'or, l'argent, mais il y a eu aussi le bétail, il y a eu les coquillages. Enfin, tout est possible. Et la valeur économique qui se trouve utilisée le plus largement à un moment donné et à un certain endroit prend naturellement la position de monnaie en tant que finalement unité de mesure au sens large, si on se réfère à la définition scientifique de la chose. Donc on peut se poser la question de manière maintenant plus fondamentale, qu'est-ce que serait finalement, au-delà de ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui serait une bonne unité de mesure de la valeur en économie qui pourrait donc servir à la fois d'intermédiaire généralisé, mais pas forcément universel, mais généralisé des échanges, mais surtout aussi d'estimation et de mesure des valeurs économiques. Et c'est là qu'on va arriver aux points les plus intéressants. On va sortir donc de ce schéma-là pour arriver dans un autre schéma. Et pour ça, je vous ai préparé un petit truc sympa à l'écran. Voilà, vous devez voir ici un petit film. Et je Ouais. le fais avancer un peu. Voilà, c'est très court. Alors, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, vous avez reconnu un jeu vidéo qui est très célèbre et qui s'appelle World of Warcraft. Alors, pourquoi je vous parle de World of Warcraft? World of Warcraft, c'est un univers complet de jeux immersif, permanent. On peut y jouer le jour et la nuit. Et ça existe depuis 2004, ça fait donc 20 ans.
Et World of Warcraft, donc on l'a vu, on peut se balader dans cet univers, on peut y faire des quêtes, on peut interagir avec les personnages, et il y a même un marché. Et ce marché fait office d'échange. Vous allez faire une quête, vous allez obtenir des items, des armures, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir l'utiliser pour votre propre bénéfice pour continuer vos aventures. Vous allez aussi pouvoir le vendre sur le marché de manière à pouvoir ensuite acheter quelque chose qui vous intéresse plus. Et donc, dans le jeu, par contre, ce n'est pas la monnaie usuelle qui est utilisée, ce n'est pas l'euro. C'est les pièces, enfin, les pièces virtuelles, on va dire, les numériques du jeu, qui sont symbolisées pour des pièces d'or, des pièces d'argent, des pièces de bronze, qu'on trouve dans les quêtes. Donc, on peut avoir de la monnaie sur soi. Et grâce à ça, on peut acheter et vendre aussi sur le marché quand on se retrouve dans certains villages où le marché est présent. Eh bien, cette monnaie du jeu qui ressemble à celle qu'on peut trouver dans le Monopoly ou dans d'autres jeux comme ça économiques où on peut jouer comme ça pour s'amuser, elle a pris une dimension beaucoup plus importante que le jeu lui-même parce qu'elle se retrouve, comme vous le voyez à l'écran ici, en vente, en échange avec d'autres monnaies, en l'occurrence ici en euros, mais aussi on peut le retrouver en dollars, en yuan, dans tout ce que vous voulez. Donc la monnaie du jeu se retrouve prendre une valeur dans l'économie en dehors du jeu. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que on a une monnaie qui est émise par un nouveau centre d'émission, qui est l'éditeur du jeu, selon certaines règles qui n'ont rien à voir avec le crédit bancaire. Elle est émise au fur et à mesure que les joueurs trouvent ou pas des quêtes et des trésors, qui se retrouvent dans ces trésors que l'on peut récupérer. Et cette monnaie qui est utilisée dans le jeu largement, qui permet des interactions entre les joueurs, est tellement recherchée pour ce qu'elle permet d'obtenir dans le jeu qu'elle prend une valeur en dehors du jeu. Et vous avez des sites internet qui se sont créés, des activités, des entreprises dont le but, ce n'est pas du tout de jouer au jeu World of Warcraft, mais de faire du trading, de faire de l'achat et vente de cette monnaie dans d'autres monnaies, des monnaies cette fois qui sont extérieures au jeu. Donc c'est très intéressant parce que ça démontre par l'exemple et par l'expérience, là c'est irréfutable, parce que l'expérience est devant vous, vous ne pouvez pas la nier, ou alors il faut vraiment être dans le déni. Vous êtes dans le fait accompli que la monnaie n'est pas forcément celle qui est utilisée. Elle peut être émise par quelqu'un d'autre et d'une façon tout à fait différente et obtenir une valeur telle que je peux même utiliser cette monnaie via des échanges ensuite dans d'autres monnaies pour faire tout et n'importe quoi comme achat, non seulement dans le jeu si je veux, mais aussi en dehors du jeu. Et je peux très bien imaginer des gens qui jouent à ce jeu et qui deviennent millionnaires et sont capables de s'acheter des biens ou des services de manière conséquents en dehors du jeu grâce à cette monnaie. Donc c'est intéressant de voir et de constater ce phénomène qui existe depuis 20 ans dans maintenant à peu près tous les jeux. Ça, c'est un des jeux les plus réussis de ce point de vue-là et qui a d'ailleurs échappé à ses créateurs. Au début, ils ont essayé de lutter contre ce phénomène et puis finalement, ils s'en sont accommodés. Notamment, ils ont un avantage indéniable qu'ils ont peut-être, alors je ne suis pas rentré après dans le détail, je ne suis pas dans le sein des saints au niveau de l'organisation, mais ils ont pu s'accommoder de ce phénomène, sachant qu'ils sont en mesure à tout moment d'émettre autant de monnaie qu'ils le veulent. Donc, ils peuvent très bien récupérer de la monnaie extérieure au jeu, des euros, des dollars, etc., en émettant eux-mêmes de la monnaie du jeu de manière totalement libre et impossible à vérifier. C'est-à-dire que voilà, ils sont dans un total pouvoir vis-à-vis de cette monnaie, pouvoir qui se rapproche quand même beaucoup de celui du système bancaire qu'on utilise tous les jours, même si ce système bancaire est un peu plus visible et contrôlé, et que donc pouvoir faire un peu ce qu'on veut, c'est plus difficile, mais on voit bien que cette masse monétaire augmente, que ce soit dans World of Warcraft ou à l'extérieur de World of Warcraft. Les monnaies ont tendance à être émises et augmentées, et on ne le voit pas forcément au bénéfice de tous. Maintenant, on peut approcher ce qui m'intéresse au plus haut point maintenant, c'est-à-dire la théorie relative de la monnaie. Une fois qu'on a fait ce constat, on peut prendre un peu de recul et essayer de penser la monnaie de manière plus profonde et plus générale. Si on réfléchit à l'histoire et aux différents pays, on va penser en termes de temps et d'espace. Ici, j'ai fait un graphique avec
ce que j'ai appelé un flux humain entre 1938 et 2054. Voilà, si vous voyez les dates, hein, c'est les dates. Et on voit bien sûr que les êtres humains, ben, ils ne sont pas éternels, ils vivent à peu près, ben, on va dire 80 ans dans nos zones, en moyenne, bien sûr, c'est une moyenne, certains plus, certains moins. Et ça nous donne quand même un cycle, une fréquence de renouvellement des générations, des êtres humains. Et on voit aussi que les valeurs économiques changent. Ça, c'est pas très dur à constater non plus. On voit bien que les valeurs économiques qui étaient existantes et échangées en 1938 n'ont pas forcément beaucoup de liens avec celles qui sont existantes et échangées dans nos années 2024. Et on peut imaginer qu'en 2054, ça sera encore très différent. Donc tout change ici en termes de temps et d'espace, ici, à la fois les êtres humains qui se renouvellent tous les 80 ans, les valeurs économiques qui se renouvellent aussi. Et si on va d'un pays à un autre, on a ces facteurs qui vont évoluer aussi. Donc on obtient ici une vue assez générale de ce qui peut être les acteurs de l'économie, les êtres humains, et les valeurs qu'ils échangent dans l'économie, qui nous pousse vers un principe qui est assez généralisé en science et assez développé, qui s'appelle le principe de relativité. Alors, ce principe de relativité, c'est un principe de symétrie. Alors ici, il va être généralisé à l'économie. Alors, il ne va pas être pris dans le même sens que dans d'autres domaines. À chaque fois, il prend un sens un peu différent. Mais qu'est-ce que le principe de relativité? Pour faire simple en physique, voilà, quand vous voyez un objet se déplacer, il ne se déplace pas de manière absolue. Il se déplace par rapport à un observateur. Ainsi, si vous êtes dans un train et que vous bougez, vous voyez un autre train qui apparemment bouge vers vous, sauf que depuis le quai, c'est vous qui bougez et l'autre train que vous voyez bouger qui est au repos. Voilà, donc on a une notion ici de selon là où on se trouve sur le quai ou dans un train qui bouge, on a une notion des vitesses perçues qui n'est pas du tout la même, et il n'y a pas moyen physiquement de privilégier un référentiel plutôt que l'autre. Dès lors, quand on a eu compris ce principe, c'est Galilée hein, qui l'a exprimé le premier, quand on a compris ce principe, on est obligé d'accepter le fait que les lois physiques ne doivent pas s'exprimer du point de vue d'un référentiel privilégié. Ce qui, avant lui, était le cas. C'est-à-dire qu'on observait, par exemple, le mouvement des astres dans le ciel depuis un référentiel privilégié qui était la Terre. Et après, petit à petit, on s'est séparé de ce référentiel privilégié. On a ensuite choisi le Soleil. Et puis, si on arrive jusqu'à Einstein, on a même balayé tout ça pour arriver à des principes de relativité encore plus fins. Donc, il n'y a pas de référentiel absolu. S'il n'y a pas de référentiel absolu, on va l'appliquer pour les valeurs économiques sur le fait qu'il n'y a pas d'être humain privilégié pour estimer ce qui est valeur ou pas. Si on arrive au point de vue qu'il n'y a pas d'être humain pour ce qui est de privilégier ce qui est valeur ou pas, il faut considérer que tous les systèmes centralisés d'émission de monnaie sont des systèmes biaisés, et je dirais pré-relativistes. Il y a une poignée d'êtres humains, plus ou moins grosse, peu importe, qui va décider pour les autres de ce qu'on va développer ou pas comme valeur économique. Et ça brise le principe de symétrie, ça brise le principe de relativité. Et c'est d'autant plus impliquant dans l'économie qu'ils ont le pouvoir, le levier de décider qui va bénéficier de la nouvelle monnaie quand elle est émise. Et ça sera bien sûr choisi en fonction de l'estimation de ce qui est fait, de ce qu'il faut développer ou pas comme valeur économique. Et ça peut se faire au détriment de développements qui seraient tout aussi pertinents, voire beaucoup plus pertinents, entre les mains d'êtres humains qui, eux, sont mieux placés pour estimer ce qui est valeur économique pour eux, ou même qui sont mieux placés pour estimer ce qui serait valeur économique bénéfique pour tous, pourquoi pas aussi. Ça se fait au détriment de ces autres êtres humains qui n'ont pas le levier de la création monétaire. Donc dès lors, le principe de relativité réfute tous les systèmes centralisés d'émission de monnaie, que ce soit celui qu'on a vu à Banque Centrale en premier, ou que ce soit celui du jeu World of Warcraft qui est émis par l'éditeur du jeu. Donc si on a compris ça et qu'on a compris que les êtres humains non plus, ils ne sont pas éternels, donc ils changent au fur et à mesure du temps, et qu'on veut qu'aucun d'eux ne soit privilégié dans la création monétaire, on va réfléchir à une création d'une valeur économique nouvelle qui pourra faire office de candidat monétaire et qui a les bonnes propriétés relativistes, c'est-à-dire de symétrie d'émission vis-à-vis de tous les êtres humains présents, passés et futurs. Ça implique de réfléchir à cette symétrie
ce que fait la théorie relative de la monnaie. Alors, je vais passer voilà, au schéma suivant, et qui nous implique à écrire deux équations relativement simples, même si elles peuvent vous paraître compliquées à l'écran, mais elles sont assez simples. Il ne faut pas qu'il y ait d'acteurs privilégiés à un moment T, c'est-à-dire dans l'espace, dx, c'est la variable d'espace. Il ne faut pas qu'il y ait d'acteurs privilégiés dans la création monétaire. Il ne faut pas qu'il y ait un être humain qui puisse créer plus de monnaie qu'un autre à un instant T. Et il ne faut pas non plus que les générations soient privilégiées les unes par rapport aux autres dans la création monétaire. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une génération d'êtres humains qui crée plus de monnaie qu'une autre. Ces deux équations aboutissent à ce que la monnaie doit être prémise selon ce que j'ai appelé un dividende universel, qui est plutôt une création monétaire universelle, on pourrait dire, hein, c'est un peu plus précis, et qui est simplement une proportion de la masse monétaire moyenne, la masse monétaire divisée par le nombre d'êtres humains à l'instant T. Qu'est-ce que ça signifie si on revient à la masse monétaire euro qui est là? Eh bien, on arrivera à la conclusion que selon la masse monétaire disponible, on obtiendrait pour chaque être humain de la zone euro l'équivalent de un peu plus qu'un RSA actuel, c'est-à-dire à peu près 600 ou 700 euros par mois, si vous voulez, ou 5 à 6 000 euros par an, pour tous les habitants de la zone euro, et qu'il n'y aurait pas d'autre création monétaire que celle-ci si on voulait privilégier la symétrie entre les êtres humains présents et futurs. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait après un peu de prospective sur le principe que pourrait posséder cette monnaie? On observe comme conséquence de cette émission monétaire que les comptes des êtres humains donc, qui partageraient cette monnaie auraient une certaine moyenne ici qui est représentée par les lignes jaunes, et puis il y a des gens qui seraient en dessous de la moyenne parce qu'ils ont dépensé de la monnaie, des gens qui sont au-dessus de la moyenne parce qu'ils en ont plus. Eh bien, s'ils ne font rien de leur monnaie, petit à petit au cours du temps, alors ça prend des années, hein, tout ça, hein, on a un trait ici pointillé qui vaut 40 ans, hein, 40 c'est des années, mais petit à petit, les comptes ont tendance à converger vers la moyenne, et donc les comptes des êtres humains vivants, hein, je parle des êtres humains vivants, quelqu'un qui ne serait plus là ne créerait plus de monnaie, donc sa courbe descendrait vers le bas, mais les comptes auraient tendance à légèrement converger vers la moyenne, donc ceux qui ont plus de monnaie seraient un peu incités quand même à l'utiliser avant que ça converge vers la moyenne, et ceux qui en ont un peu moins peuvent bénéficier de la création monétaire pour se rapprocher un petit peu de la moyenne. Voilà ce que ça donnerait en termes de convergence des comptes. Alors, on peut voir ça aussi sous d'autres aspects, que je vais vous montrer, qui est un terme très intéressant, qui est, j'ai créé des modules d'approfondissement de ce système monétaire que j'ai appelé module Galilée, Violon-Bresson, Leibniz, Einstein, Gödel. Alors, le premier, c'est le module Galilée, qui est relativement simple et qui fait comprendre les principes de relativité, mais qui comporte dans son descriptif quelque chose d'intéressant, qui est, voilà, que si j'ai fait un exercice qui est, alors aussi que je le retrouve ici, je crois, voilà. Bon, si on, attendez, j'essaie de retrouver, bon, je ne retrouve pas forcément, mais si on considère cette monnaie voilà, qui converge ici vers la moyenne, comme je l'ai dit, avec ses dividendes, on démontre assez facilement dans ce module que si on prend une monnaie telle que la zone euro et qu'on taxe chacun des comptes d'une certaine quantité et qu'on redistribue ensuite cette taxe sur tous les comptes, on obtient exactement le même graphique de convergence des comptes et la même monnaie visuellement. Donc ça veut dire qu'en utilisant une monnaie symétrique, on a l'équivalence d'une taxe redistribuée pour tous, ou ce qu'on peut appeler un revenu de base ou revenu universel dans certains cas. Je l'appelle plutôt revenu de base parce que c'est plutôt une base, il n'y a pas de différence de création monétaire entre les uns et les autres. Mais on a une redistribution qui est exacte entre les deux systèmes. Dans un cas, on crée la monnaie distribuée pour tous. Dans le deuxième, on taxe les uns pour ensuite redistribuer aux autres. Et la question qui se pose à ce moment-là, devant un principe de parcimonie, un principe, vous savez, le principe qui est qu'entre deux théories, on choisit la plus simple, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus simple à réaliser. Aller taxer tout le monde avec des évasions fiscales dans tous les pays du monde qu'on peut imaginer, pour ensuite le redistribuer, ou bien de dire, ben non, on se moque de savoir où sont les comptes, s'ils sont au Baléares ou je ne sais où. Le simple fait de créer un peu de monnaie pour tous
a tendance à rééquilibrer les choses de manière douce et tranquille dans le temps. Voilà, on a deux systèmes ici de gestion de la monnaie, dont l'un établit une symétrie dans les êtres humains et procède d'un minimum de redistribution avec le minimum d'efforts, puisqu'on n'a même pas besoin d'aller taxer pour que ça redistribue. Et ça veut dire ici qu'on compte la monnaie dans ce que j'ai appelé en relatif, c'est-à-dire on ne va pas compter la monnaie en unité monétaire euro, mais on va la compter en nombre de dividendes universels, sachant que le dividende universel est une proportion de la masse monétaire et on a démontré que un bon taux de création monétaire sous ce type de symétrie de monnaie libre, on l'a appelé monnaie libre, est d'environ 10% par an. Vu qu'un dividende universel vaut 10% de la masse monétaire par an, et bien là, dans la masse monétaire, il y a toujours 10 dividendes universels par personne. Il ne peut pas y en avoir plus en moyenne. Donc, si on compte en relatif, bien qu'il y ait une création monétaire permanente en quantité, quand on compte en quantitatif, ou un équivalent euro si on le faisait dans la zone euro, eh bien, si on compte en nombre de dividendes universels, en quantité de monnaie créée par personne, il n'y a plus aucune création monétaire visible. Parce que ce ne sont que des nombres. Ce n'est pas de la matière, donc ça ne prend pas plus de place, ça ne prend pas plus d'énergie, ça prend que des octets, et c'est rien du tout. Donc le fait de compter en relatif fait disparaître la notion de création monétaire et fait que la monnaie apparaît toujours comme étant stable. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la zone euro pour qu'on voit apparaître quelque chose qui monte? Parce qu'on le compte en quantitatif. Si on le comptait en relatif, on ne verrait pas apparaître de création monétaire, mais ce qu'on verrait apparaître, c'est l'équivalent de taxer tous les petits revenus, la majorité des gens qu'on peut, ceux qui ont le RSA, on le voit, puisque ce RSA baisse en quantité relative, c'est comme si on les avait taxés pour redistribuer à certaines personnes qui reçoivent cette taxe. Voilà comment fonctionne le système monétaire dans lequel on vit, en équivalence, strictement en changeant de référentiel. C'est ce qui apparaît devant nos yeux, ébahis ou lucides, selon le point de vue. Voilà, donc c'est ici voilà, le graphique que je voulais vous montrer. Enfin, bon, on voit la même chose ici en termes de graphique, la convergence. Et puis là, c'est un tableau, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a bien marqué des taxes ici, entre les différents comptes qui sont redistribués. Ce module Galilée a été réalisé par tout un tas de personnes. On peut le voir ici, il y a une galerie des As. Voilà, le dernier qui a été vérifié était en 2020. Il y en a suffisamment qui l'ont réalisé avec les travaux qui ont été publiés. Chacun peut vérifier les résultats ou s'atteler à essayer de le réaliser par lui-même pour se convaincre de cette propriété remarquable qu'aurait cette monnaie symétrique. Alors je dirais aurait, mais on va rentrer dans le vif du sujet. On est allé au-delà de ça, puisque cette théorie, je l'ai publiée en 2010. Dès sa publication, il y a des informaticiens qui se sont intéressés au sujet. Moi-même, je suis informaticien, donc j'ai pu quand même aussi expliciter la théorie dans une... elle est là, ici, voilà, vous avez la couverture qui est là. Alors, elle est publiée en licence libre, donc vous pouvez la télécharger en PDF librement. Ici, vous pouvez aussi l'avoir en format papier si vous avez envie. Je vais vous la montrer juste en format en ligne. Donc, sous licence libre. Alors, si vous ne connaissez pas les licences libres, tout ce qui est Linux, Firefox et tout un tas de logiciels qui sont très largement utilisés dans le monde sur la plupart des serveurs Internet, c'est d'ailleurs Linux qui est utilisé, ce n'est pas autre chose, sont des logiciels sous licence libre. C'est des licences qui permettent explicitement justement le fait de copier, de modifier et d'utiliser pour tout usage le code informatique. Donc là, ici, la théorie relative de la monnaie est publiée sous licence libre, donc vous pouvez très bien la reprendre, la corriger, la modifier et en faire une version qui vous plaît. Voilà, elle est publiée ici en ligne et en bas, vous avez aussi accès à la version PDF ici que vous pouvez imprimer si vous voulez. Voilà. Donc il y a tout ici. C'est un peu long peut-être à lire, mais bon, il n'y a pas tant de pages que ça. C'est moins long que le roman de Balzac. Et il n'y a pas tant de mathématiques que ça, honnêtement. C'est pas très, très compliqué, mathématiquement parlant. Je dirais que c'est d'un niveau bac scientifique, pas forcément plus. Donc, pour aller sur la concrétisation de cette théorie relative à la monnaie que j'ai publiée, des informaticiens s'y sont intéressés
Et on a travaillé d'arrache-pied entre 2010 et 2017. On a fait des rencontres dans toute la France et en Belgique, et maintenant même en Espagne. Ça se fait aussi. Il y en a maintenant en Amérique du Sud. Et on a débouché sur la création d'une première monnaie libre qui s'appelle maintenant la June, qui existe depuis 2017. Ça fait donc 7 ans. Qu'on peut ici utiliser avec une application qui joue le rôle, si vous voulez, de portefeuille, d'accès à votre compte bancaire, hein, tout simplement. C'est une application qui, ici, Cesium, tourne dans un navigateur, tout simplement. Donc, c'est une application. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à installer. C'est intégré dans Firefox. Et vous pouvez voir dans cette monnaie, utiliser votre compte, bien sûr, faire des échanges avec toutes les personnes qui font partie de la June. Et vous pouvez avoir aussi des stats qui sont quand même assez intéressantes. Ici, on a une quantité de June par personne actuellement qui est de 10 000 euros, enfin, pardon, 10 984 Junes, non pas euros, ça s'appelle des Junes, avec un G brève ici, avec un 1. Une masse monétaire totale qui aujourd'hui vaut à peu près 92 millions de Junes. Un nombre total de membres qui est de 8 440 personnes. Alors, ces membres sont répartis pour la très grande majorité en France, avec maintenant une communauté espagnole qui est assez importante aussi, qui doit commencer à avoisiner je dirais les 20%, peut-être 25% de la population, et aussi une part maintenant qui se développe, outre d'autres pays européens comme la Belgique ou la Suisse. En Amérique du Sud aussi, il y a pas mal d'intérêt. Et j'ai déjà pu faire 2 conférences pour l'Amérique du Sud sur ce sujet. Et donc, ça les intéresse. C'était en Argentine et au Chili. Voilà, on a eu des contacts et où ça se développe. Voilà, donc on peut voir ici aussi des graphiques. Alors, on a l'évolution de la masse monétaire. Alors, elle varie, vous voyez, à la hausse, et puis des fois, il y a des baisses et ça repart. Pourquoi? Parce qu'elle est comptée, c'est la masse monétaire par membre. Donc, si le nombre de membres augmente, comme ici, ben voilà, la moyenne a tendance à baisser. Et ensuite, si le nombre de membres se stabilise un peu, la croissance de la masse monétaire réapparaît ici en quantité de June par personne. Et ici, c'est l'évolution du nombre de membres. Voilà. Donc, on voit comment ça. Il y a des périodes où ça monte et des périodes où ça se stabilise en fonction des périodes. C'est encore très récent, puisque bien sûr, elle n'existe que depuis 2017. Donc, grande différence entre 2 systèmes. Ici, un système représenté par un serveur et des ordinateurs, un système centralisé où les terminaux ici communiquent directement, uniquement avec le serveur. Donc, si un terminal veut communiquer avec un autre terminal, il doit passer par le serveur. Ça, c'est l'équivalent en termes monétaires d'avoir une banque centrale ou un réseau bancaire qui est toujours et doit être utilisé comme intermédiaire entre les différents utilisateurs. Et donc, il y a un moyen de contrôle, mais aussi un moyen d'émission monétaire, de surplus monétaire qui n'est pas, sur lequel on ne peut rien faire et sur lequel on n'a pas la main. Et puis, un autre système qui est ici un système distribué. Alors, le système distribué, c'est exactement ce que l'on connaît avec Internet, justement. Grâce à Internet, on peut faire cette conférence aujourd'hui. Ici, si on avait encore un système de type Minitel à l'époque de France Télécom, pour faire cette conférence qu'on fait aujourd'hui, au lieu d'être communiqués en direct les uns ici avec les autres, on aurait dû développer un serveur avec l'autorisation de France Télécom, sans doute le paiement d'une redevance spéciale, et puis essayer de communiquer. Et nos communications passeraient forcément par des serveurs contrôlés par France Télécom. Alors qu'avec Internet, on peut communiquer directement. D'ailleurs, on peut même aussi communiquer avec le protocole symétrique, hein, qui est TCP/IP. On peut communiquer de personne à personne sans même être connecté à Internet. Après, il suffit qu'un PC, un seul, soit connecté à Internet pour que tous les autres le soient. Donc, c'est un réseau de réseaux dans lequel il n'y a pas de centre. Ça, c'est très important. Ce système distribué commence à apparaître avec les monnaies. Donc, comme on l'a vu avec World of Warcraft tout à l'heure, il y a eu une sorte ici déjà de compréhension avec le système World of Warcraft d'une monnaie de jeu qui devient de fait une monnaie utilisable à l'extérieur du jeu, mais c'est un système qui reste centralisé. Hein. Donc, c'est juste une autre monnaie centrale concurrente, bon, à petite échelle, hein, de la monnaie générale. Mais on a eu depuis 2008,
10, 9 même exactement. J'étais un des premiers en France à le citer. Vous pourrez voir l'article de lancement sur mon site créationmonétaire.info. Je crois que c'est dès 2009. J'ai fait le premier article qui parlait du sujet, qui était l'apparition du Bitcoin. Alors, le Bitcoin est une invention géniale en termes de distribution, puisque le Bitcoin permet de générer, par exemple, une monnaie, mais on peut générer tout ce qu'on veut sur ce réseau. C'est une base de données, si vous voulez, mais qui est décentralisée. Donc, cette base de données peut contenir des comptes avec des bitcoins dessus, si vous voulez, mais peut aussi contenir des actes de propriété, des contrats, enfin, tout ce qu'on veut. L'intérêt, le grand intérêt, la révolution technologique qu'a apporté le Bitcoin, c'est pas le Bitcoin lui-même en tant que monnaie, c'est pas ça l'intéressant. Je vais expliquer pourquoi ça va pas. C'est par contre le système de gestion de la base de données qui est entièrement décentralisé. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas une base de données centrale qui est modifiée. Donc, comment ça marche? Ça marche avec un système qu'on appelle le blockchain. Alors, mais qu'est-ce que c'est une blockchain? C'est pas très compliqué. C'est que chaque point du réseau est capable d'émettre une modification dans la base de données. Cette modification qui est proposée, c'est un bloc. Voilà. Et la série des modifications, ben, ça fait une blockchain, une chaîne de blocs. Donc, c'est une série de modifications discrètes, si vous voulez, qui font une très longue chaîne et qui, à la fin, à partir du premier bloc jusqu'au dernier, permet de reconstituer intégralement la base de données à l'instant T. Voilà, il faut la chaîne de blocs complète pour pouvoir reconstituer la base de données. Et l'intérêt, c'est que chaque point du réseau est éligible autant que les autres pour faire une modification. Mais par contre, il va falloir établir une priorité pour que, évidemment, on ne peut pas tous écrire en même temps. Donc, c'est là qu'est la géniale invention. Il y a un système de choix, si vous voulez, de qui va écrire, qui va pouvoir écrire dans la chaîne, qui se fait par le calcul. Et celui qui a la plus forte chance de calcul va pouvoir trouver la résolution d'un problème. La résolution de ce problème trouvé en premier vous donne la priorité sur tous les autres pour pouvoir écrire dans la chaîne. Et ce protocole est partagé par tous les acteurs du réseau, tous les ordinateurs qui participent du réseau. Par contre, c'est là qu'il faut faire la différence entre donc, la structure de la base de données qui est décentralisée à base de blockchain et le Bitcoin lui-même, la monnaie. Le Bitcoin lui-même qui est stocké dans la base de données n'est pas créé de cette façon-là. Il n'est pas créé par chacun des membres de manière, je dirais, distribuée. La base de données est distribuée partout, mais pas le Bitcoin. Le Bitcoin, le premier qui écrit dans la base, à chaque fois, crée des Bitcoins. Ce qui donne la création du Bitcoin un axe de privilège qui est la machine ayant la plus grosse capacité de calcul. D'où la lutte pour avoir des grosses capacités de calcul, afin à la fois d'être celui qui écrit dans la chaîne, mais aussi, surtout, celui qui va créer des bitcoins. Le bitcoin ayant pris de la valeur, comme a pu prendre de la valeur la monnaie de World of Warcraft. Donc on le voit, tout outil numérique du monde qu'il utilisait peut prendre de la valeur et peut servir de monnaie d'échange. Ce bitcoin, il est de plus limité à 21 millions. On est déjà en fin de vie du bitcoin parce qu'on est déjà à près de plus de 20 millions de bitcoins. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il y a déjà 2 ans, on était déjà au-delà de 19 millions. Donc, il faudrait, voilà, peu importe. Donc, la majorité des bitcoins a déjà été créée, ce qui fait que ce qui reste à créer reste une part négligeable. Donc, on peut dire que la création du bitcoin n'a pas ce que possède la monnaie libre, qui est la symétrie temporelle. Ce n'est pas symétrique entre les générations. La génération qui a pris en main le bitcoin depuis 2008 et jusqu'à aujourd'hui a créé, et ça sera vrai pour toute la suite des événements, 90% des bitcoins existants. Donc, c'est une création qui a bénéficié à une génération particulière d'utilisateurs. Alors, bien sûr, cette génération a intérêt à ce que les générations suivantes se l'approprient pour qu'il garde sa valeur d'échange et qu'il puisse l'utiliser. Mais ce n'est pas forcément l'intérêt des générations qui arrivent après de se dire, attendez, mais pourquoi j'utiliserai une monnaie qu'eux ont eu le droit de créer et pas moi? Donc, le fait qu'il n'y ait pas cette symétrie va lui conférer à terme, ce terme peut être long, hein, ça peut durer des dizaines d'années, voire plus, hein, mais va lui conférer à terme une propriété de rareté qui peut certes lui garder une certaine valeur d'échange, mais qui va le priver d'une généralisation, d'une universalité, qui va justement lui enlever cette capacité d'unité de mesure. Parce que pour qu'un objet, une référence puisse être une bonne unité de mesure, il faut qu'il y ait des caractéristiques d'universalité et de symétrie. Hein, prenons le mètre.
La définition historique du mètre, qui est la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre, elle est basée sur la Terre, et la Terre, elle appartient pas spécialement aux précédents, aux actuels et aux futurs. N'importe quelle génération va pouvoir retrouver le mètre avec cette définition et pouvoir s'établir son propre mètre pour faire ses propres mesures en refaisant l'expérience qui permet de mesurer le diamètre de la Terre, par exemple, l'expérience d'Ératosthène ou équivalent. Donc, cette définition du mètre possède une propriété de symétrie et d'universalité, du fait que l'objet de référence est universel déjà, c'est celui sur lequel on vit tous, mais qu'en plus, dans le temps, il n'y a pas de privilège quant à la récupération d'un mètre. Chacun peut refaire l'expérience pour le faire, même si on n'a pas accès à un mètre étalon. Alors que pour le Bitcoin, non, c'est faux. On pourra toujours avoir des zones où, étant privé de Bitcoin, elle restera privée de Bitcoin parce qu'il n'y a pas moyen d'en créer plus. A contrario, la monnaie libre, se créant sur la base d'un dividende universel qui est permanent, 10% de la masse monétaire exprimée en June par personne, 10% de la masse monétaire moyenne, aujourd'hui, demain et après-demain, et ainsi de suite, ne privilégie aucune génération devant sa création. De ce fait, elle est symétrique dans l'espace et dans le temps pour les membres qui l'utilisent, et elle fonctionne, elle aussi, pour la June, sur la base d'une blockchain qui, elle, est sa technologie d'existence, qui est donc une base de données décentralisée. On voit bien qu'on a dans les deux cas, pour ce qui est du Bitcoin et de la monnaie libre, la June, le même principe de blockchain, donc de base de données décentralisée, mais par contre que la création monétaire, la monnaie elle-même, diffère très largement entre le Bitcoin d'une part, qui lui est un privilège générationnel, avec la monnaie libre qui, elle, justement, établit une symétrie intergénérationnelle et une symétrie entre les êtres humains. Autre asymétrie qui existe entre les deux, le Bitcoin se crée sur la base du pouvoir d'une machine, alors que la monnaie libre se crée sur la base de l'existence d'un être humain. Donc, dans un des cas, on crée de la monnaie au bénéfice d'une machine ou d'un pool de machines, et dans l'autre cas, c'est l'être humain qui est considéré comme l'acteur fondamental de l'économie et pas une machine. Donc, on a dans la TRM l'expression d'un espace-temps économique où ce sont les êtres humains qui sont le centre privilégié et fondamental de l'économie, axiomatiquement, c'est-à-dire en termes de définition. Ce qui, par contre, dans le cas de la monnaie dette, de World of Warcraft, du Bitcoin, n'est pas du tout le cas. L'être humain est totalement absent de la définition de ces monnaies. Ce qui va permettre de créer ces monnaies, c'est dans le cas de la monnaie dette, l'émission d'un crédit bancaire indépendamment de l'ensemble des êtres humains qui utilisent cette monnaie, sur l'avis d'un seul, de deux acteurs, de l'émetteur du crédit et de celui qui le reçoit, mais indépendamment de tous les autres. Sur la base du Bitcoin ou World of Warcraft, c'est la décision d'une machine ou éventuellement de l'éditeur du jeu en complément pour World of Warcraft, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Par contre, ça c'est intéressant. Il y a quand même un aspect ici de la règle est établie, on ne peut pas la changer et elle ne dépend pas ensuite de modifications humaines. On voit bien qu'ici, l'être humain n'est que secondaire, voire tertiaire. Il arrive en dernier. Il n'est pas à l'axiome principal. Il n'est pas à l'axiome fondamental au départ. Alors que dans la monnaie libre, c'est tout l'inverse. C'est comment les acteurs de l'économie, qui sont les êtres humains, pourraient utiliser une valeur économique à des propriétés remarquables qui sont une invariance. Dans l'espace, tous les êtres humains créent la même part. Et dans le temps, aucune génération n'est privilégiée. On découvre comme solution la monnaie libre, et ce sont les êtres humains qui en bénéficient en premier lieu et sont considérés comme estimateurs et producteurs de toute valeur, ceci de manière fondamentale. Ce qui leur confère un pouvoir équitablement réparti, symétriquement réparti, et sans privilégier aucune valeur économique que ce soit, puisqu'on a accepté le principe de relativité. Pour terminer, je pourrais vous parler d'un jeu qui est vraiment, je trouve, très, très, très intéressant. Je crois que l'éveil d'énormément de personnes sur ce sujet se fait plus facilement par le jeu que par des explications théoriques. On a créé un jeu qui s'appelle le Geconomicus. Il y a son site officiel, geconomicus.glibre.org, là, qu'on voit ici marqué en haut.
On peut imprimer. Alors, pareil, ce jeu est sous licence libre. On peut imprimer les cartes dont il utilise, etc. Et ce jeu a pour particularité de faire jouer les joueurs dans 2 systèmes monétaires différents. On fait le jeu en 2 parties. Il s'agit, avec des cartes, de constituer simplement des carrés. Et faire un carré permet d'obtenir des cartes de valeur supérieure, avec lesquelles on peut faire des carrés de valeur supérieure, etc. Donc ça symbolise, si vous voulez, l'équivalent d'une certaine croissance économique ou d'une modification économique, peu importe si c'est croissance ou pas. Les joueurs sont censés aussi vivre plusieurs vies dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils sont censés incarner plusieurs personnages dans le jeu. Et, ils vivent en général au moins 2 vies successives de 80 ans dans ce jeu. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un jeu qui dure 160 ans, hein. Chaque partie dure à peu près 3 heures. En général, on fait en 2 parties pendant une journée. On fait donc une monnaie de dette en première partie avec un banquier qui distribue des crédits à rembourser. Et avec cette monnaie, les gens essaient d'échanger ces cartes et de constituer des valeurs supérieures. Et puis l'après-midi, c'est le même jeu, exactement les mêmes règles, sauf que la monnaie, cette fois, ne se crée plus à discrétion d'un banquier qui octroie des crédits, mais sur la base d'un dividende universel. Et à la fin du jeu, on compare les créations monétaires, enfin les créations de valeur qui ont été effectuées, donc symboliques, hein, c'est vers symbolique à base de cartes, mais enfin, on va essayer de voir dans quelle mesure les carrés ont été mieux réussis avec la première monnaie ou avec la deuxième, et on peut observer que l'écart type est extrêmement élevé en monnaie dette, où on retrouve des gens très riches et des gens très pauvres, donc avec un très grand écart type, alors qu'en monnaie libre, on constate un écart type relativement faible et une création monétaire, une création de valeur beaucoup plus élevée. Et ça, on peut le constater simplement en jouant. Alors en général, on n'explique pas ça au début du jeu, hein. On fait jouer les jeux et on leur montre les résultats qu'à la fin. Et c'est la présentation du résultat qui sert de support d'éveil en général sur ce jeu, sachant que il a déjà été joué plus d'une quarantaine, cinquantaine de fois, un peu partout, que ce soit en Belgique, en France, en Espagne, et que les gens même prennent plaisir à y jouer. Il y en a qui y jouent plusieurs fois, mais c'est pas le but. Voilà. Donc ce jeu est quand même très pertinent, dans le sens où d'abord, il est très simple à mettre en place, enfin relativement simple, avec que des cartes et finalement et des jetons qui servent de monnaie. Et qu'ensuite, son but ultime, c'est pas de jouer à un jeu avec un gagnant ou un perdant, même si pendant le jeu, c'est ce qu'ils essaient de faire, les joueurs, bien sûr, mais le but du jeu, à la fin, c'est de comparer comment 2 systèmes monétaires différents vont influer le mode de répartition final d'un même jeu. Et on pourrait comparer après, d'ailleurs, d'autres types de monnaies, même le troc. On a essayé avec le troc aussi pour voir ce que ça donnait. Et ça permet à chaque fois de vérifier que la monnaie libre a des caractéristiques que n'ont pas du tout les autres systèmes monétaires. Donc ça, c'est une mise en pratique vraiment très intéressante, c'est en général pour ceux qui vraiment découvrent. La mise en pratique après la plus générale, c'est bien sûr l'utilisation même de la monnaie libre. Savoir qu'elle existe depuis 7 ans. Il y a tout un tas d'objets qui s'échangent maintenant tous les jours avec cette monnaie. Bon, pour donner juste quelques exemples très récents, lors de l'université d'été de la monnaie libre qui a eu lieu à Castres cet été. Bon, il y a des objets quand même assez conséquents, comme une moto hein, qui s'est échangée. Je crois que la moto est partie pour 7000 junes. Voilà, donc il y a de tout et n'importe quoi qui s'échange. Il y avait de la farine bio aussi. Et il y a des marchés qui sont en ligne hein, et qu'on peut consulter, une sorte de bon coin en monnaie libre aussi, qui permet cette monnaie de se développer, sachant qu'elle est toujours en développement, hein, elle est jamais finie, hein, un logiciel, c'est jamais fini. Il y a une nouvelle version qui est en préparation et qui devrait augmenter les temps de réponse d'un facteur 10, voire même plus grand encore, grâce à des outils qui, depuis, ont été développés pour améliorer les temps de réponse et le développement des blockchains. Et voilà, je crois qu'on arrive à peu près à 1 heure et j'ai fini mon exposé. Merci Mais- de votre attention.